Et on se retrouve sur cette vidéo pour travailler l'indépendance de l'expert comptable et du commissaire aux comptes, qui est un thème récurrent de l'examen, qui tombe très souvent. Donc je vous conseille vraiment d'y apporter une attention assez forte, et notamment sur l'indépendance du commissaire aux comptes. Pouvez-vous nous présenter tout d'abord l'indépendance de l'expert comptable ? Très rapidement, sur l'indépendance de l'expert comptable, on dit que les structures professionnelles, que ce soit des experts comptables à titre individuel ou dans une société, exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d'esprit. Ces notions, on les a déjà abordées dans les précédentes vidéos déontologiques. L'indépendance d'esprit, en fait, on vous dit que l'expert comptable doit se placer dans une situation qui ne puisse pas diminuer son libre arbitre et faire obstacle à l'accomplissement de ses devoirs. Et on vous dit que l'expert comptable ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêts. Ce sont des principes vagues et généraux, et en réalité, il n'y a pas de règles strictes comme pour le commissaire aux comptes. Concrètement, un expert comptable peut être expert comptable d'une société qui appartient à son frère, à sa sœur, à son mari, à sa femme, etc. Il n'y a pas de contraintes strictes comme pour le commissaire aux comptes. Face à ces grands principes pour l'expert comptable, y a-t-il donc des incompatibilités qui vont l'empêcher de réaliser une mission ? Alors en effet, au-delà des grands principes généraux sur l'indépendance, vous avez des situations d'incompatibilité qu'il convient de maîtriser. Vous avez notamment été interrogé sur l'une d'entre elles l'année dernière dans le sujet de 2023. L'expert comptable exerce de manière indépendante et a certaines incompatibilités. En effet, l'exercice de la mission d'expert comptable ne doit pas se cumuler avec tout emploi salarié. Vous ne pouvez pas être expert comptable et avoir un contrat de travail à côté. Vous avez deux exceptions à ce cumul. C'est si vous êtes salarié dans une école pour enseigner la comptabilité par exemple, ou si vous êtes salarié d'un cabinet d'expertise comptable ou de commissaire aux comptes. Donc vous pouvez être expert comptable et salarié dans un autre cabinet en tant qu'expert comptable. C'est notamment le cas pour des jeunes experts comptables qui créent leur cabinet ex nihilo, qui n'ont pas forcément beaucoup de clientèle. Être expert comptable et être salarié dans une école qui prépare au DCG ou au DSCG par exemple. Mais vous ne pouvez pas être expert comptable et par exemple faire des extras, être serveur dans un restaurant, travailler dans un magasin en plus. C'est incompatible. Autre incompatibilité connue, vous ne pouvez pas être expert comptable et avoir une activité commerciale ou réaliser des actes d'intermédiaire. Ça, ce sont des actes commerciaux. Alors, on a vu dans la première vidéo que le cadre des activités permettait à l'expert comptable de pouvoir réaliser ce type de mission. Donc maintenant, avant c'était une incompatibilité générale, maintenant on la nuance en disant que vous ne pouvez pas réaliser ces activités commerciales à titre principal. Si vous réalisez ces interventions, il faut que ça soit à titre accessoire. Concernant l'audit légal, pouvez-vous nous indiquer qui est concerné par l'indépendance ? Avant de voir l'indépendance du commissaire aux comptes, il convient de s'attarder à savoir qui est concerné par cette indépendance. Et ça, c'est très important parce que ça fait l'objet d'une question l'année dernière, par exemple en 2023. L'indépendance du commissaire aux comptes, ça s'apprécie au niveau du CAC qui va signer les comptes, donc une personne, de son équipe, donc les juniors, les seniors, les managers, tout son cabinet qui intervient sur l'audit légal de la société, et aussi de son réseau. Donc par exemple, vous avez plusieurs cabinets qui sont en réseau, comme le cabinet KPMG. KPMG Paris, c'est une entité spécifique. KPMG Bordeaux est une entité aussi spécifique, mais elles font toutes les deux partie du même réseau. Ce sont ces types de personnes qui sont concernées par l'indépendance par rapport à leurs clients. Donc, par exemple, l'année dernière, le sujet de l'examen exposait une amie à l'expert comptable qui avait proposé une mise en relation dans une relation d'affaires de commissariat aux comptes. On nous demandait s'il y avait un problème d'indépendance pour cette personne-là. Et la personne qui a mis en relation un commissaire aux comptes et son client n'est pas partie prenante à l'indépendance. Ce qui signifie, dans le sujet de l'année dernière, que la personne qui a mis en relation ne pose aucun problème d'indépendance et que le commissaire aux comptes pouvait accepter le mandat. Donc, on vient de voir le périmètre de l'indépendance finalement, et maintenant la question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'indépendance ? Le sujet de l'indépendance du commissaire aux comptes est souvent interrogé à l'examen du DSCG. Elle est complexe et elle nécessite la maîtrise de cette définition. La définition de l'indépendance du commissaire aux comptes, elle est donnée dans l'article 5 du Code de déontologie. Vous avez ici un extrait de cet article 5 dans lequel j'ai mis en évidence les 14 items clés de l'indépendance du commissaire aux comptes. On va redescendre ensemble cette définition et je vous propose de la prendre par cœur pour le jour de l'examen. Premièrement, il faut rappeler
les éléments de principe, le commissaire aux comptes doit être indépendant. C'est toujours bien de rappeler ce principe d'indépendance, et le mot-clé ici, c'est l'indépendant. Donc le commissaire aux comptes, pour rappel, quand on parle de commissaire aux comptes, on renvoie au périmètre qu'on a vu juste avant, le CAC, son équipe, son réseau. Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. On a vu dans le chapitre 1, qu'est-ce que c'était qu'une mission, qu'est-ce que c'était qu'une prestation. Ici, ce sont les deux mots-clés, et en fait, la notion de mission-prestation permet de signifier que le commissaire aux comptes doit être indépendant, peu importe l'intervention qu'il réalise. Quoi qu'il arrive, le commissaire aux comptes doit être indépendant. Donc la notion de mission et prestation renvoie à l'ensemble des interventions du commissaire aux comptes. Cette indépendance doit s'apprécier en réalité et en apparence. On verra qu'on va apprendre des situations interdites. Dans tous les cas, si la situation entre un commissaire aux comptes et son client ne donne pas une apparence d'indépendance, alors il y a un problème d'indépendance. Donc on pourra toujours utiliser cet argument de l'apparence. Ça sert à quoi d'être indépendant? Ça garantit que le commissaire aux comptes émet des conclusions, vous avez 3 objectifs, des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêts ou risque d'autorévision. Ou alors de liens interdits, donc des influences liées à des liens personnels, financiers ou professionnels. On va voir juste après, c'est quoi la définition de lien personnel, lien financier, lien professionnel. On se rappelle qu'au-delà de ces 3 liens qui sont très précis et qui donnent lieu à une définition, on doit toujours avoir une apparence d'indépendance. Est-ce que la vie c'est noir ou blanc? Il y a toujours des situations grises. Des fois, on a un demi-problème d'indépendance. Lorsque le commissaire aux comptes se trouve donc exposé à des situations à risque, donc des situations qui compromettent son indépendance, ce dernier doit prendre immédiatement ce qu'on appelle des mesures de sauvegarde. Des mesures de sauvegarde appropriées ont 2 objectifs. Soit d'éliminer la cause du problème d'indépendance, soit d'en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que son indépendance ne risque pas d'être affectée. Donc ici, vous avez la définition de l'indépendance du commissaire aux comptes. Ce qui est très bien dans cette définition-là, c'est qu'elle vous permet d'avoir un plan type le jour de l'examen et de répondre à pratiquement 90% des questions sur l'indépendance qui peuvent être posées. Je vous invite à maîtriser les 14 items clés qui sont mis en évidence et soulignés, et ça vous permettra après, avec la situation présentée dans le cas du DSCG, de répondre à la question qui sera posée. Donc, il faut connaître cette définition que vous venez de nous présenter, Monsieur Clolus, avec les 14 points soulignés. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de problèmes d'indépendance et des mesures de sauvegarde appropriées, histoire de visualiser un petit peu les situations que peuvent rencontrer les étudiants à l'examen, mais aussi dans la vie professionnelle? On vous présente ici le schéma de l'indépendance qui est proposé par la CNCC, Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui reprend exactement les points clés évoqués dans la question précédente, les 14 items. En termes d'exemples de problèmes d'indépendance, imaginons, vous auditez une société et le commissaire aux comptes tombe amoureux de la directrice administrative et financière de l'entité auditée. Ici, on est d'accord, il y a un problème clair d'indépendance. Une mesure de sauvegarde appropriée serait, par exemple, de démissionner du mandat. On a vu notamment que ça constituait l'un des motifs légitimes de démission. Le deuxième exemple pourrait, par exemple, d'avoir dans l'équipe d'audit, en tant que collaborateur junior, le fils du directeur administratif et financier ou du responsable consolidation. La mesure de sauvegarde appropriée, par exemple, ça serait de sortir le fils du DAF ou du responsable conso de l'équipe d'audit et d'avoir une équipe d'audit qui soit uniquement composée de personnes totalement indépendantes. On veillera notamment à ce que le fils n'ait pas accès au dossier d'audit, donc de limiter les droits d'accès sur le dossier. Ici, on est sur une mesure de sauvegarde qui vise à ramener le risque d'indépendance à un niveau suffisamment faible. On n'est pas venu éliminer le risque, on est venu le ramener à un niveau suffisamment faible. Si on voulait éliminer le risque, il faudrait par exemple licencier le fils du DAF en question. Après avoir vu les fameux problèmes d'indépendance que peuvent rencontrer les professionnels, pouvez-vous nous expliquer les fameux liens interdits plus précisément? L'indépendance du commissaire aux comptes, présent dans le code de déontologie, renvoie à 3 liens interdits qu'on a vus dans la définition précédente. Ces 3 items clés, ce sont les liens personnels, les liens financiers et les liens professionnels. Ce sont des liens interdits et si vous vous trouvez dans une de ces situations, il y a une problématique d'indépendance. Ces 3 liens sont à maîtriser pour le DSCG et ont déjà fait l'objet de nombreuses questions. Les liens personnels, vous n'avez pas le droit d'auditer les comptes entre l'équipe d'audit, le commissaire aux comptes, et un ascendant ou descendant de premier degré, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'auditer les comptes de votre enfant ou de votre parent. Vous n'avez pas le droit d'auditer les comptes des collatéraux premier degré, on parle ici des frères et sœurs.
et vous n'avez pas le droit d'auditer les comptes de votre conjoint. Conjoint, ça renvoie à la notion de marié, en situation de pax ou alors en concubin, situation de fait. Est-ce qu'il faut maîtriser le vocabulaire précis de ascendant, descendant premier degré ou collatéraux premier degré? Vous pouvez uniquement dans vos copies, si c'est le cas, évoquer la notion de parents-enfants, frères et sœurs, c'est suffisant. Concernant les liens financiers, vous ne pouvez pas auditer une société dont vous détenez des actions de manière directe ou indirecte. Vous n'avez pas le droit d'auditer Total si vous détenez des actions Total, tout simplement. De manière directe, donc le commissaire aux comptes, ou alors de manière indirecte, vous demandez à votre conjoint ou à vos enfants de détenir des actions Total. Vous n'avez pas le droit, en tant que commissaire aux comptes, de détenir des dépôts de fonds à terme dans l'entité que vous auditez, d'avoir tout prêt ou avance dans l'entité auditée, la souscription d'un contrat d'assurance vie ou l'octroi d'obtention ou l'obtention de sûreté et de garantie. Enfin, les liens professionnels sont interdits, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être commissaire aux comptes lorsque vous avez travaillé dans cette société ou si vous avez eu une relation d'affaires. Il faut un délai de viduité qui soit relativement suffisant pour garantir l'indépendance. Le code de déontologie vise donc 3 liens interdits, ces liens personnels, financiers et professionnels. On n'oublie pas que dans la définition de l'indépendance, on vous dit que l'indépendance doit s'apprécier en réalité et en apparence. Et le cas typique qui peut tomber à l'examen, c'est par exemple, on vous dit que vous auditez les comptes de votre cousin. Le cousin n'est pas expressément visé dans les liens personnels. Selon le code de déontologie, vous pouvez être commissaire aux comptes d'une société qui appartient à votre cousin. Cependant, est-ce que cette indépendance, elle s'apprécie en réalité et en apparence? Si tous les week-ends, vous faites un barbecue avec votre cousin, si vous avez une e-réputation où vous vous montrez avec votre cousin et si vous ne donnez pas l'apparence d'indépendance, il y a un problème d'indépendance. Donc, dans une copie, on pourra viser expressément les liens suivants, mais on n'oublie pas que l'indépendance s'apprécie aussi en apparence et qu'il faudra prendre un peu de recul avant de conclure sur votre sujet. Comme pour l'expert comptable, ainsi, on va essayer d'être un petit peu plus précis sur les incompatibilités. Y a-t-il des incompatibilités précises pour le commissaire aux comptes? En effet, nous venons de voir des liens interdits. En plus de ces liens interdits, vous avez des situations d'incompatibilité. Le commissaire aux comptes doit être indépendant et ne doit pas réaliser toute activité qui porte atteinte à son indépendance. Ça renvoie aussi, encore ici, à la notion d'apparence d'indépendance. Vous ne pouvez pas être commissaire aux comptes et cumuler cette fonction avec un emploi salarié. Comme l'expert comptable, 2 exceptions, vous pouvez être commissaire aux comptes et enseigner, donc être salarié pour une école, et vous pouvez être commissaire aux comptes et être salarié d'un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. La fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec une activité commerciale. Autre point, vous ne pouvez pas prendre d'intérêt dans la société, donc vous ne pouvez pas avoir un lien financier, personnel ou professionnel. Cette notion-là, c'est une notion de prise d'intérêt. De manière plus approfondie, vous ne pouvez pas non plus être commissaire aux comptes moins de 5 ans après la cessation des fonctions de dirigeant MCA ou MCS, ou à un autre poste de direction. En gros, vous ne pouvez pas être dirigeant d'une société et, dans les 4 ans qui suivent, par exemple, auditer la société. Il faut un délai de viduité avant d'avoir été dirigeant, avant de pouvoir être commissaire aux comptes dans la société dans laquelle vous avez dirigé. Ici, ça renvoie clairement à l'un des objectifs de l'indépendance que nous avons vu dans les 14 items clés. Si vous avez été dirigeant et derrière vous certifiez les comptes, ça veut dire que vous avez produit ou participé à produire la comptabilité et derrière vous êtes commissaire aux comptes, ça entraînerait un risque d'auto-révision. Donc ici, c'est 5 ans. Alors, ce 5 ans est à nuancer parce que dans la pratique, si vous avez été dirigeant d'une société et que 5 ans après vous êtes commissaire aux comptes, vous n'avez pas rompu tous les liens pendant ces 5 années avec l'entité auditée. Vous avez peut-être gardé des relations avec les directeurs de l'entreprise, vous avez peut-être continué à garder contact avec certains salariés, donc il y a potentiellement un problème d'indépendance. Et enfin, l'indépendance vous indique qu'il ne faut pas accepter des cadeaux de valeur significative avec votre client. Ainsi, l'indépendance va être appréciée et analysée au début du mandat, mais est-ce qu'elle va être étudiée tout au long du mandat, lors de la réalisation de la mission? Et aussi, est-ce qu'il y a des diligences particulières concernant les SAC? Question très intéressante, monsieur Modib. En effet, l'indépendance, elle s'apprécie principalement à l'entrée de la relation d'affaires, donc au début du mandat. Cependant, on doit s'assurer qu'on maintient notre indépendance tout au long du mandat. Prenons l'exemple du fait de tomber amoureux de la directrice administrative et financière.
Au début du mandat, vous étiez totalement indépendant de cette dernière. Pendant le mandat, vous tombez amoureux. Donc là, il y a un problème d'indépendance qui s'est créé pendant le mandat. Et donc, vous avez démissionné durant l'exécution du mandat parce qu'il y a eu un problème d'indépendance qui s'est créé pendant le mandat. Donc, l'indépendance s'apprécie à l'entrée d'affaires, au début du mandat et tout au long du mandat. Jusqu'ici, on vient d'apprécier l'indépendance du commissaire aux comptes vis-à-vis de son client audité dans le cadre de l'audit légal, de sa mission. Mais qu'en est-il quand il doit accepter un SAC, c'est-à-dire un service autre que la certification des comptes, on appelle aussi prestation. Là, en plus des règles d'indépendance, on a des questions à se poser et on a des situations à analyser. C'est une question qui tombe régulièrement à l'examen du DSCG. Je vous ai préparé un petit schéma de synthèse pour vous rappeler l'ensemble des champs des possibles. Si on vous demande si telle ou telle prestation est possible, dans un sujet, on vous dira « le client souhaiterait solliciter son commissaire aux comptes pour réaliser telle ou telle intervention ». Eh bien, il faut analyser deux situations. Est-ce que l'entité est une EIP ? Dans ces cas-là, c'est le règlement européen qui va nous dire si on peut ou non accepter le SAC. Ou est-ce que l'entité n'est pas une EIP ? Et dans ces cas-là, c'est le code de déontologie qui va vous dire comment accepter le SAC. Si vous êtes une EIP, il faut se poser la question, est-ce que le SAC qui est demandé est l'une des prestations présentes dans la liste des services interdits ? Est-ce que, tout simplement, c'est un SAC interdit ? Et dans les SAC interdites, il y en a 18, il faut en connaître quelques-unes. On vous dit, vous ne pouvez pas réaliser de services fiscaux, d'actes de gestion, de la comptabilité, la production de comptes, le service de paye, la conception et la mise en œuvre de procédures de contrôle interne ou l'évaluation. Donc ça, ce sont des exemples de SAC interdits qui sont expressément visés dans le règlement européen concernant les entités EIP. Donc si ce n'est pas un SAC interdit, on peut passer à la deuxième condition, il faut demander l'aval du comité d'audit avant de réaliser le SAC en question. Pour les entités non EIP, ici il y a deux critères qui sont issus du code de déontologie et qui proviennent de ce qu'on vient de se dire avant. Pour réaliser un SAC pour une entité non EIP, il ne doit pas exister un risque d'autorévision et il n'y a aucun problème concernant l'indépendance du commissaire aux comptes. Cette dernière colonne dans le schéma sont les mots-clés qui seront attendus le jour de l'examen. Dans le chapitre 1, je me souviens que vous aviez parlé pour les commissaires à la fusion et les commissaires aux apports qu'ils ne pouvaient pas être commissaires aux comptes chargés de l'audit légal d'une société qui participait à la fusion. Est-ce que c'est lié au SAC interdit que vous venez de nous présenter ? Point très intéressant, ici c'est une application concrète de cet arbre de décision sur le rôle du commissaire aux apports ou du commissaire à la fusion. Moi je suis commissaire aux comptes, est-ce que je peux accepter d'être commissaire à la fusion ou d'être commissaire aux apports ? Est-ce que je peux accepter le SAC qui m'est proposé ? Pour rappel, le commissaire à la fusion, concrètement, qu'est-ce qu'il réalise ? Il va vérifier que les valeurs relatives attribuées aux actions ou aux parts sociales des sociétés participantes à l'opération de fusion sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Concrètement, il va réaliser une mission d'évaluation. Et bien pour savoir si je peux accepter ou non le SAC. Quand on est dans les entités non EIP, il faut analyser si c'est pas une SAC interdite. Eh bien, dans la liste des SAC interdites, et celle qu'on avait mis notamment tout à l'heure, on avait dit que les missions d'évaluation étaient des SAC interdites. Donc, si vous êtes commissaire aux comptes d'une société, vous ne pouvez pas être commissaire aux apports ou commissaire à la fusion, car les missions d'évaluation sont visées dans le règlement européen comme étant des SAC interdites. Pour les entités non EIP, ici, il faut analyser le risque d'autorévision et le problème d'indépendance. Et là, c'est la CNCC qui indique qu'il y a une forte présomption d'incompatibilité sur l'indépendance. Donc, vous ne pouvez pas non plus accepter la mission. On avait vu dans le chapitre 1 que la règle générale, le commissaire aux comptes d'une des sociétés réalise l'audit légal, ne peut pas être commissaire aux apports ou commissaire à la fusion des sociétés qui réalisent une opération de fusion. Vous avez maintenant l'explication. Pour les EIP, c'est une SAC interdite. Pour les non-EIP, il y a d'incompatibilité.